Bonjour à tous, merci d'être venus pour ce Tools in Action. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une approche fonctionnelle de gestion d'erreurs en Kotlin en utilisant la librairie Arrow. Je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Fedi Salah, je suis ingénieur développeur pour Serly, l'organisateur de cet événement. Avant d'attaquer le vif du sujet, je vais commencer par vous présenter, vous faire une petite définition sur quelques notions de base en gestion d'erreurs. Il faut savoir distinguer entre ce que c'est une fault, une erreur et une failure. Une fault, c'est une anomalie que notre système peut rencontrer lors de son exécution. Une erreur, c'est la réaction de notre système vis-à-vis à cette fault. Et après, la failure, c'est lorsque notre gestion d'erreur est mal implémentée, notre système risque de tomber. Et comme vous le savez tous, dans la vraie vie, ça existe beaucoup d'anomalies et notre système peut rencontrer beaucoup d'anomalies. À voir tout ce qui est erreur d'utilisateur, des mauvaises manip, des mauvaises saisies, tout ce qui est violation de contraintes métiers, si on en implémente beaucoup. Et après, tout ce qui est panne réseau, sachez que n'importe quelle ressource qui est disponible sur le réseau peut à tout moment tomber. Donc dans ce cas-là, le bon réflexe, ce serait d'imaginer des systèmes qui sont des systèmes tolérants à la panne. Le bon réflexe, ce serait de concevoir des systèmes qui sont tolérants aux pannes. Une première approche qui est assez classique, c'est l'utilisation des exceptions. Voilà, on peut imaginer pour une application serveur avec JavaE ou avec Spring, on peut créer des exceptions custom, genre des business exceptions, des user not found exceptions, ou lorsqu'on fait des appels HTTP côté serveur à des services tiers, on peut imaginer des bad status exceptions, des trucs comme ça. Si jamais notre application aussi valide du contenu utilisateur, on peut utiliser tout ce qui est Java Validation, qui se base avec les arrobas not nil, not empty, tout ça. Et après, la validation, elle se fait par rétrospection. Et après, derrière, tout se base sur des exceptions. Et vu qu'on s'est mis dans un cas d'un serveur d'application avec Spring ou avec JavaE, le framework, il catch les exceptions pour nous. Et nous, on n'a qu'à fournir des implémentations, des exception mappers ou alors avec des arrobas exception handler, on gère les exceptions. En combinant tout ça, on peut dire qu'on peut implémenter une gestion d'erreurs qui tient plutôt la route pour un serveur. Et après, on est prêt pour la prod. Sauf que, on fait ça, et après, on arrive à des situations comme ça, où le projet, ça y est, on pense qu'on a tout catché et tout géré, et après, le projet risque de s'exploser parce que tout simplement, il y a eu des exceptions non gérées, où il y a eu de la mémoire, une fuite de mémoire, parce que tout simplement, on essaie de printer des stack traces à rallonge et tout ça. Donc voilà, l'approche de gestion d'erreurs par exception, elle est bonne, mais elle atteint rapidement ses limites, parce que tout simplement, une exception, elle casse ce qu'on appelle les référentiel transparency. Qu'est-ce que c'est la référentiel transparency? Si vous voyez le premier code, on met une val z égale throw exception et on exécute ce code-là avec 0 par exemple en paramètre. Le résultat qu'on va avoir, c'est, avec le premier code, le résultat qu'on va avoir, c'est une exception qui va être throwée. Alors que le même code, dans le deuxième cas, la différence c'est juste qu'on a inliné l'exception dans le z, et le deuxième code, il nous envoie John, parce que tout simplement, le bloc, le throw exception, il a été mis dans le bloc try, et du coup, à ce moment-là, elle est catchée tout de suite. Vous voyez, du coup, imaginez une fonction qui fait ça, et après on inline, ça peut avoir des comportements bizarres. Voilà pour ça. Après, les exceptions n'est pas type safe, hein, je parle bien des unchecked d'exception. En gros, l'appelant, lorsqu'il appelle une fonction, il ne sait pas du tout est-ce qu'elle envoie une exception ou pas. Je ne parle pas des checks d'exception, évidemment, ou dans la signature en mesro. Et après, une exception, ça peut être vu comme un go-to entre l'appelant et l'appelé. Et dans un contexte asynchrone, lorsqu'on fait des appels asynchrones, c'est pas génial de se trouver une exception dans une callback, parce que tout simplement, on risque, un appel asynchrone, il fait dans des threads différents, et on risque de perdre la trace de l'exception. Un autre truc aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, les exceptions, elles sont coûteuses, et chaque exception, elle implémente la méthode fillStackTrace, et après, derrière, dans fillStackTrace, le but, c'est de garder un contexte d'exécution du code qui a trouvé l'exception,
Et on peut avoir caused by, et derrière, et ça c'est véridique, j'ai eu des out of memory errors parce que tout simplement il a tellement eu de stack traces qu'il n'a pas pu les printer dans un logger par exemple. Voilà le downside des exceptions. En programmation fonctionnelle maintenant, généralement utiliser des exceptions c'est pas une bonne idée parce que tout simplement en fait utiliser une exception dans certains cas pour modéliser par exemple l'absence, je sais pas si le truc n'existe pas, ça envoie une nulle pointer exception, c'est pas une bonne idée. Lorsqu'on a des cas métiers avec genre des violations de contraintes et tout ça, c'est pas non plus une bonne idée de se trouver des exceptions custom et tout ça. Et pareil pour les appels d'API. Mais évidemment, on peut toujours utiliser des exceptions lorsqu'on appelle des serveurs et le serveur il est down, ou alors lorsqu'on lit des fichiers et le fichier n'existe pas. Mais tout ce qui est erreur métier, il vaut mieux éviter les exceptions. Donc, est-ce qu'il y a une alternative maintenant fonctionnelle pour remplacer ces cas métiers là et la gestion d'erreurs de ces cas métiers? Et là, je vous parle de Arrow. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas si vous avez fait du Java avec Vaver ou avec Java Slang avant que ça devienne Vaver. Et Arrow c'est la même chose, mais c'est pour Kotlin. Actuellement, il est dans la version 11 et il introduit pas mal de paradigmes de programmation fonctionnelle connus, genre option, either, functor, tout ça et tout ça. Je ne vais pas vous faire un cours sur la programmation fonctionnelle, mais avant d'avancer, je veux bien vous expliquer une notion qui est assez importante pour le reste de la présentation, qui est la monade. Qu'est-ce que c'est une monade? Une monade, c'est un concept ou un pattern qui définit une façon comment composer les données. En gros, ça se base vraiment sur des notions mathématiques de composition des fonctions. Je ne sais pas si vous vous rappelez vos cours de maths, f de g de x et tout ça, et après le f de g, on peut définir un groupe et tout ça. Bon. C'est un peu compliqué, vous pouvez trouver plein de définitions sur internet qui ne sont pas assez claires. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que une monade, elle a la fonction flatmap, et avec la fonction flatmap, on peut composer des monades. Et en Kotlin, une monade, elle est représentée par un kind, qui est un conteneur dans lequel on wrap une donnée, et après, ces kinds-là, ils sont composables entre eux, et du coup, on peut avoir... plus tard, vous allez voir, on peut avoir option qu'on peut combiner avec une autre option, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Exemple, je viens de vous parler des options. Exemple, en gros, les options, c'est fait pour modéliser l'absence d'une donnée. C'est toujours pour éviter le problème des null pointer exception, évidemment. Kotlin, elle a essayé d'introduire ça et essayé d'améliorer par rapport à Java, par exemple. Pour tout ce qui est nul, ils ont introduit le null safety check, mais c'est bien, mais c'est pas fonctionnel. Du coup, on peut pas composer un nul, et si jamais il y a un autre nul, on peut le flatmapper sur un autre, et ainsi de suite. C'est pas très fonctionnel. Et en plus, en utilisant des options, c'est bien parce que c'est clair dès le début que la donnée, elle peut ne pas être là, et du coup, c'est au consommateur de gérer. On force le consommateur à gérer. Et c'est ça le côté intéressant des options. Un autre data type qui est... et après, Arrow, ça fournit une instance monade pour les options. Donc, on peut composer des options, c'est-à-dire une option de option, elle devient une option du résultat final, et ainsi de suite. Un autre data type qui est intéressant aussi, pour gérer les erreurs métiers, justement, c'est le either. Le either, ça contient une partie gauche et une partie droite. La partie gauche, généralement, c'est pour les erreurs. La partie droite, c'est pour le vrai cas métier et le vrai objet métier qu'on souhaite obtenir dans le cas où on n'a pas une erreur. Et pour ne pas vous perdre entre gauche et droite, right, c'est right. Right, tout ce qui est correct, en anglais, on le met dans le right. C'est ça la convention. Mais il n'y a rien qui nous empêche de faire l'inverse, mais c'est pas très standard. Et pareil, Arrow, il fournit une instance monade pour either, donc on peut composer les either sans aucun problème. Sachez aussi qu'avec les either, si on combine plusieurs either, à partir du moment où on a un left, c'est-à-dire on a une erreur, la composition, elle est court-circuitée, on sort tout de suite. On sort tout de suite, c'est-à-dire tout ce qui vient après, on peut l'écrire de façon séquentielle, mais on sait que à partir du moment où on a une erreur,
tout le code qui vient après les erreurs, toute la partie write, ils ne seront pas mappés parce que tout simplement ça court-circuite. Il y a un dernier type dont je vous parle, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est le type validated. Arrow, de la même manière, il fournit une instance monade pour les validated, et les validated, par rapport au Either, il est là pour accumuler les erreurs. En gros, dès qu'il y a une erreur, il continue sur un autre, et ça ne court-circuite pas, et ça accumule les erreurs. C'est idéal pour valider un input, par exemple, et les données des inputs sont indépendants les uns des autres, et on peut lancer des validations en parallèle, et après, derrière, toutes les erreurs vont être accumulées dans la partie gauche du validated. Et après, si on veut enchaîner un validated avec un Either, il y a tout simplement la méthode doEither qui nous permet de transformer en Either et on enchaîne avec flatmap, un autre Either et ainsi de suite. Essayons de mettre en place tout ça. Pardon. Le premier cas, c'est simple, c'est un workflow séquentiel. On a un speaker, on va récupérer son talk, et après, une fois qu'on a récupéré le talk, du talk, on veut récupérer la conférence, et de la conférence, on veut récupérer la ville, et après, une fois qu'on a récupéré la ville, on fait un book flight pour réserver un vol. Et du coup, grâce à l'aspect monade de options, on peut faire getSpeaker qui nous envoie une option, flatmap speaker.nextTalk qui nous envoie une option, et en fait, option de option, le fait qu'on a un flatmap, et c'est ça je vous ai dit tout à l'heure, la composition des fonctions, ben on va avoir une option de talk, et ainsi de suite, conférence, et ainsi de suite, city, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, on arrive à bookflight, qui est un résultat de city, et après, par exemple, la méthode bookflight, elle envoie un string, et du coup, tout ça, ça envoie un string. De la même manière, avec les Either, on peut faire exactement la même chose, sauf qu'il y a une petite subtilité de Either, c'est que le flatmap, il s'exécute que sur la partie droite. En gros, la partie gauche, elle est là, mais elle sert à accumuler à contenir les erreurs en cas d'erreur. Mais par contre, tout ce qui est composition et exécution de la fonction qui va mapper la donnée de A vers B, elle se fait que sur la partie droite. Donc, pour avoir un typage fort des erreurs, il vaut mieux que les Either qu'on compose, ils aient le même type. On peut ne pas avoir le même type, ou alors une super classe, et après tous les autres Either, ils héritent de ça, ou c'est un sealed class, comme vous voulez. En tout cas, si on ne le fait pas, on va avoir un Either de any, de string, et après, si on veut gérer les erreurs à la fin, on peut faire ce qu'on appelle le pattern matching, je vais vous montrer tout à l'heure. Ça serait pas cool d'avoir un any, parce que tout simplement, any correspond à tout et n'importe quoi en Kotlin. Donc c'est bien de définir une erreur globale, et après derrière, tous nos cas d'erreur peuvent hériter de cette erreur-là, et comme ça on peut avoir le type abstrait, qui est booking error par exemple, et après derrière, chaque erreur, elle peut hériter de booking error, et avoir son propre nom, et après derrière, une fois qu'on a fini, on fait le pattern matching avec les instances des types, et à ce moment-là, on pourra savoir s'il y a une erreur au moment où on récupère le talk, ou alors la conférence, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pour tout ce qui est séquentiel, ça va, c'est simple, voilà, il n'y a pas de problème. Mais par contre, dans la vraie vie, il y a toujours des workflows qui ne sont pas séquentiels. Je m'explique un peu mieux. Imaginons que bookflight, au lieu de prendre juste un city en paramètre, elle prend aussi speaker. Donc à ce moment-là, on commence à faire ce genre de truc. On commence à faire getSpeaker, flatmap, et après, au lieu de revenir à la racine et enchaîner les flatmaps, non, on reste avec speaker et on fait un next. Et du coup, ça fait un peu l'effet escalier, ce que j'appelle moi, et on peut avoir des flatmaps comme ça en escalier, parce que tout simplement, on veut récupérer Après, grâce à l'aspect monade et le flatmap, on peut toujours obtenir l'option finale, pas d'option, mais c'est toujours moins agréable et ça commence à être compliqué. Pareil pour les Either, de la même manière. Donc, pour résoudre ce problème de structure, Kotlin il a introduit ce qu'on appelle les coroutines. Les coroutines, c'est des trucs, vous voyez-le comme async await, qui se base sur les générateurs en JavaScript, si vous connaissez un peu, ou alors vous pouvez le voir aussi comme les for yield de Scala. Non, plutôt pas tout de suite, mais
En gros, ces coroutines-là, ça nous permet, en fait, c'est avec le mot-clé suspend dans Kotlin, et du coup, derrière, ça peut enchaîner, ça nous permet d'écrire du code de façon synchrone, mais en vrai, c'est asynchrone. Comme le async await en JavaScript, je vais parler de ça parce que je pense que vous avez tous manipulé ce genre de truc. En gros, au lieu de faire promise then et avoir un escalier de then, on peut juste faire des async await et après on fait try catch si on a envie, et après le résultat, grâce au async await, on peut écrire du code synchrone qui donne l'impression d'être synchrone, mais en vrai, ça s'exécute de façon asynchrone. Donc, Arrow, il arrive en se basant sur les coroutines Kotlin, et il a fourni un support pour toutes les monades. Donc n'importe quelle monade, on peut l'écrire. Arrow, il fournit un support avec suspend, et après derrière c'est la méthode flatmap qui est exécutée et qui va faire de telle sorte que notre monade, elle va exécuter la méthode, la méthode flatmap va être exécutée de façon implicite, et après derrière on peut faire du code synchrone, du style synchrone, mais qui fait flatmap derrière. Je m'explique un peu mieux avec l'exemple, vous allez voir. Donc au lieu tout à l'heure on a fait speaker.get speaker flatmap, en faisant juste either fx, et en faisant ça, on peut écrire du code synchrone, non, du code classique, quoi, séquentiel, mais derrière c'est la méthode flatmap à chaque fois, et la méthode flatmap elle est exécutée grâce à l'opérateur point d'exclamation qui est devant, et qui lui va permettre de faire le binding entre les either. Donc on écrit comme si c'était, au lieu d'avoir de gérer un either de speaker de booking error, on va gérer juste le speaker, parce que grâce au point d'exclamation devant. Et après à la fin, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire le pattern matching, et ça n'a rien à voir avec Arrow, c'est juste classique en gros. Si, ça a à voir avec Arrow, parce que tout simplement un either à la fin, comme n'importe quel autre type, on peut avoir la méthode fold qui va exécuter deux fonctions, une callback qui va être exécutée sur la partie right, et une callback qui va être exécutée sur la partie left. La première, c'est la partie right, c'est la partie left, pardon, et la deuxième, c'est la partie right. La première, c'est on gère les erreurs là. On va dire par exemple, s'il y a une erreur missing conférence, à ce moment-là, on print nos conférences, ainsi de suite. Donc, je vais vous faire une petite démo de ça, rapidement. Je vais enlever le mode... je vais faire du mirror display pour que vous puissiez voir. Voilà. IntelliJ. Voilà. Je vais faire un exemple avec option. Au fond, vous voyez, ou vous voulez que j'agrandisse un peu? Là, c'est mieux? Ok. Bon. Là, c'est juste écrit des trucs qui n'ont aucun sens, mais c'est juste que derrière, voilà, c'est juste pour mettre en évidence les options. Genre, conférence, elle a une méthode getCity qui envoie une option de city, getTalk qui envoie une option, et le but derrière, de la façon classique, processFlight qui va faire un getSpeaker de 1, flatmap, nextTalk, flatmap, et après bookFlight. C'est exactement le même exemple. Maintenant, je vais essayer de le coder avec... pardon, je vous ai pas dit, mais le fait que Arrow supporte les coroutines avec les monades s'appelle la monade comprehension. Voilà. Donc derrière, en utilisant la monade comprehension, je vais faire... je vais pas écrire return parce que sinon ça va me gueuler sur la compilation. Et là, pardon, j'ai pas fait ça bien. Je vais faire option.fx. Et là, je peux faire getSpeaker de ID. Et on a dit val speaker égale. Voilà. Là, si je fais val, par exemple, le talk égale speaker point, vous voyez, le type speaker, c'est encore une option de speaker. Et avec ce petit ça, c'est bon, speaker change de type et ça devient un speaker. Et du coup, je peux faire un getTalk, nextTalk dessus. Et pareil, de la même manière, si je veux accéder à talk, je peux faire conférence égale talk
point next, pardon, get conférence, et après, voilà, val city égale conférence.get city, et de la même manière je fais ça. J'ai fait un exemple un peu complexe pour et là j'appelle bookflight, et à ce moment là, vu que tout est en gros sur la ligne, je peux accéder à toutes mes variables, toutes les escaliers que j'ai, je les ai optimisés en faisant de la monade comprehension, et après derrière je peux utiliser city et speaker, et j'accède à toutes mes variables sans que ça soit vraiment l'effet escalier comme je vous ai dit. Et là j'ai fait un return, et là ça va pas, si c'est bon, et là je vais l'exécuter. Normalement toutes mes options, là je mets un sum et ça string et ça en sum, normalement ça va marcher, genre pareil, option comme Either, elle a la méthode fold qui permet qui prend deux callbacks. La première callback c'est ou la première fonction tout simplement. Pourquoi callback? La première fonction c'est lorsque l'option elle n'est pas là, et la deuxième elle sera exécutée lorsque l'option elle est là. Et là le message, je vais essayer de l'agrandir, pardon, il dit you got message booked for speaker, parce que tout simplement ma méthode bookflight me renvoie booked for speaker. Par exemple, si jamais ça c'était none, c'est-à-dire l'option elle n'existe pas, vous allez voir, c'est le même code, sans de if, else, ni rien du tout. Là il dit sorry, parce que tout simplement, je ne sais pas laquelle option qui a failé, mais à ce moment-là, il n'a pas enchaîné sur le reste, parce que tout simplement, l'option elle est non, et ainsi de suite. Voilà pour la petite démo. Je vais pas, Either c'est exactement la même chose, donc je ne vais pas vous faire ça. Donc, je reviens à ma présentation. Je vais refaire... voilà. Voilà, juste pour vous dire, le code il est disponible sur mon GitHub à moi, ça s'appelle FP Arrow Flux. Flux pourquoi? Parce que j'utilise Spring Web Flux. Voilà. Donc pour aller un peu plus loin, Kotlin comme option et Either est validated. Ils ont aussi fait une liste K, 7K, pour, comme leur nom l'indique, hein, c'est des wrappers de listes et tout ça. Et pareil, ils font des instances monades sur ces trucs-là, donc on peut imaginer utiliser des listes K et faire la même chose avec des listes et avec des options et tout ça. Il y a aussi ils introduisent aussi ce qu'ils appellent effects pour gérer tout ce qui est effet de bord, c'est-à-dire un appel asynchrone à un truc extérieur, ainsi de suite. Ils font aussi de la monade comprehension over flux et mono. Ils ont des wrappers, ça s'appelle flux-k et mono-k. Et après, derrière, ils ont les instances monades qui vont bien avec flux-k et mono-k. Donc maintenant, on dit, ok, c'est cool, on peut combiner des options et des Either, mais après, dans la vraie vie, on fait toujours des appels asynchrones, et on veut bien aussi utiliser des monos, des Either et des options, mais avec des appels HTTP. Donc lorsqu'on fait des appels HTTP, on peut utiliser, comme je vous ai dit, effects et tout ça, et ça utilise monade deferred ou des trucs, je sais plus ce que ça utilise, mais moi j'aime bien Flux et j'aime bien Reactor, donc j'utilise mono ou RX. Bon, l'exemple que je vais vous faire c'est RX, mais les slides, l'exemple c'est mono, pardon, c'est Spring Web Flux. Après, là je vous donne un exemple avec observable. Si on veut appeler un service extérieur qui envoie un observable de K, et au lieu d'envoyer un observable de K, il envoie un observable de option de K ou un observable de Either de K pour gérer les cas métiers dans la réponse et tout ça. Là, ça devient un peu compliqué parce que tout simplement, si on essaie de combiner les deux, on perd un peu le côté flat map, parce que tout simplement, bon, j'ai spoilé ce que je vais dire, mais on va avoir une structure complexe à gérer. Donc, ce qui peut nous faire... En fait, après, vu qu'on utilise des monades et tout ça, c'est fonctionnel. Il y a derrière, il y a pas mal de notions fonctionnelles. Ce qui peut nous faire... On peut penser à se poser la question, mais vu qu'on utilise des monades, et mono-k c'est une monade, et option c'est une monade, est-ce qu'on ne peut pas composer les monades qui sont ensemble et après exécuter tout
à la fin, bah, en fait, la réponse est non. Les monades de type différent, les monades de même type, c'est-à-dire option ou Heiser ou autre, on peut les composer, mais par contre, des monades de flux ou de mono de option, on ne peut pas les composer comme ça. Il y a un article que je vous invite aussi à aller lire, Monad doesn't compose, et on peut avoir, comme je vous ai dit, des observables cas de Heiser, de bizarre erreur, avec un observable cas de Heiser et tout ça. Et là, c'est un peu moins pratique à gérer, et j'en ai fait beaucoup, et c'est pas une bonne idée. Donc c'est là où ça introduit une notion qui s'appelle les monades transformers. Je ne sais pas si vous avez fait du Scala ou du Scalasi, des CATS ou du Scalasi ou autre. Bah, ils introduisent les monades transformers. Et bah, Kotlin, pareil, ils introduisent les monades transformers. Le but des monades transformers, c'est de pouvoir combiner les deux monades qui sont mono et option en une seule et carrément aller plus loin, faire de la monade comprehension sur ce genre de truc. Donc option T, c'est pour n'importe quelle monade qui entoure option, on peut avoir une instance de option T, et après derrière, option T, elle peut être comprise avec l'aspect monade comprehension et tout ça. Donc, je vais vous montrer un exemple, ça va vous parler un peu mieux. Imaginons maintenant que getConference et getSpeaker sont dans des repositories, qui eux derrière, ça envoie des monos. Et les monos, c'est le truc de Reactor, pour voyez-le comme une feature, quoi, pour un seul élément. Et là, on utilise monoka, c'est le mono de Haru, qui est juste un wrapper au-dessus, qui donne l'aspect monade, et ainsi de suite, et tout ça. Donc, pour le même code qui est tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure, on peut avoir de la monade comprehension, comme ce que je viens de vous expliquer, en wrappant le résultat du mono de option dans un option T, et ici, en faisant le point d'exclamation, ça permet de faire le binding exactement comme tout à l'heure. Et ça, en vrai, la première ligne, elle envoie un mono de option de speaker. Et après, derrière, le fait d'avoir un option T devant et d'avoir le point d'exclamation, ça nous renvoie directement le speaker. En fait, ça fait la monade, ça combine les deux monades qu'on avait, celle de mono et celle d'option, et le point d'exclamation, ça fait le binding. Et là, voilà, on peut faire de la monade comprehension avec option T. Exactement la même chose pour les Heiser, donc je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus. Et pour les Heiser, de la même manière, voilà, on peut faire de la monade comprehension, de la monade transformers, et après, une fois qu'on a reçu une monade, qu'on a eu une monade, vu qu'il y a la monade comprehension pour la monade, donc on peut derrière, j'ai dit trop monade, pardon. Et après, on peut derrière, voilà, écrire du code synchrone, synchrone, je mets ça entre guillemets parce que c'est pas vraiment synchrone, c'est juste le style synchrone, comme le asynchronous, comme le for yield dans ce cas-là, si vous avez fait ça. Et après, derrière, on peut avoir le résultat. Et voilà, ça marche comme si c'était un flatmap. Ça simplifie vachement le code. Une petite démo. Je reviens en mode normal. Là, Heiser T. Donc, je vais agrandir un petit peu. Non? Ah oui, non. C'est bon? C'est visible? Ok. Pareil, le truc repository, là, ça envoie voilà, un monoka de Heiser de Bookingera. Là, je me suis amusé à essayer de le faire sans la monade comprehension. Et là, déjà, regardez les escaliers, parce que tout simplement, repository, ça envoie un mono, et après un mono, je peux faire soit map, soit flatmap, mais vu que derrière, je ne vais pas enchaîner tout de suite sur un appel HTTP, donc je ne peux pas utiliser flatmap, je dois lire le Heiser, et après, en lisant le Heiser, je dois dire si c'est right ou left, et ainsi de suite. Et déjà, rien que ça, et je ne me suis pas en sorti, parce que le résultat final, c'est un mono de cas de Heiser, de machin. C'est un peu compliqué. Après, on peut aussi imaginer des extensions Kotlin qui font ce genre de trucs et tout ça, mais je vous en parlerai à la fin. Mais voilà. Donc là, j'ai la même à coder ici. Je vais faire un Heiser T.monade.
Et là, je fais booking errors, virgule, for monoka. Depuis tout à l'heure, je dis bien que option, Heiser, tout ça, c'est pas vraiment eux qui sont monades. En gros, c'est des data types, ça, y a pas. Par contre, Arrow, il fournit ce qu'ils appellent les instances monades, et les instances monades, c'est juste une interface qui contient une implémentation, la méthode flatmap, et derrière, après, option, elle implémente bien cette interface-là pour pouvoir faire des flatmaps dessus. Et l'instance monade de Monoka, ça s'appelle for Monoka. On peut avoir en for option, for machin, comme vous voulez. Donc voilà, là je vais mettre ma monade, je vais faire monoka.monade, et après là je vais faire fx monade. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il faut faire fx.monade. Et après derrière, je peux faire get speaker. Pourquoi la méthode get speaker elle n'est pas là? Ah, pardon, je fais toujours l'erreur, c'est repository .get speaker, et là je mets mon ID, et là je fais un val speaker égal, je vais essayer d'afficher le type pour que vous voyez, c'est un monoka de Heiser de booking error de speaker. Bon, je le wrap dans un Heiser T pour pouvoir wrapper les deux monades, les combiner, et après je fais point d'exclamation pour le binding, et là pour afficher, si je veux afficher le type, c'est un speaker. Donc voilà, du coup j'enchaîne mon code. Après, ici, une fois que j'ai récupéré le speaker, bon ça va être talk ici, et je vais faire speaker.get talk .next talk, pardon. Sauf que ici le next talk il nous envoie un Heiser, sauf que nous, vu qu'on est dans un contexte qui combine les deux monades, donc il faut qu'on ait tout le temps la même structure et les mêmes types, c'est-à-dire il faut que ça devienne un Heiser de mono, donc il faut le transformer comme ça. Donc déjà je peux pas faire un Heiser T dessus parce que tout simplement lui c'est pas un Heiser c'est pas un mono de Heiser, donc à ce moment-là je le transforme en mono, tout simplement, comme mono just, et après là, une fois que je l'ai transformé en mono, j'utilise la méthode K pour le transformer en mono K, parce que c'est les wrappers de Kotlin, parce que sinon c'est pas natif dans Reactor, ces trucs là. Et de la même manière, je fais point d'exclamation, je vais avoir mon talk, ainsi de suite, je peux faire val, après talk, c'est quoi? C'est conférence, oui, égal, et de la même manière, ça serait pas, ah non, conférence c'est repository, parce que tout simplement c'est un repository, c'est ce que, et là ça sera talk.id, et là je fais un Heiser, non, oui, un Heiser T, pardon, de repository talk, et là, et la city c'est la même chose, donc je vais copier sur talk, parce que j'en ai marre, city, et là c'est conférence.getCity, et là après je peux faire bookflight, et de la même manière, comme tout à l'heure, en fait, la monade comprehension, elle nous permet d'avoir tout au même niveau. Donc, je peux accéder à speaker, à talk, à tout ça, sans pour autant pouvoir les traîner dans mes flat maps et après essayer de faire des trucs genre des tuples et essayer d'avoir un contexte, entre guillemets, pour pouvoir véhiculer mes informations et tout ça. Donc, bookflight, par exemple, ça prend, dans mon cas, ça prend city et speaker. Et là, je fais mon return. Non. Après, si j'ai fait mon return, en fait, pour résoudre la transformation, pour accéder à la valeur, il faut avoir value. Et après, on fait, en fait, la value, elle fait un kind. Après, derrière, il faut faire fixe. C'est comme ça. Après, vu que les monades, lorsque tu les composes, lorsque vous les composez, ce qui est utilisé, c'est l'objet kind, l'interface kind,
qui est, elle, qui est, on va dire, l'interface qui définit les méthodes flatmap de la monade. Donc voilà, derrière, ça envoie le résultat qu'on a envie. Et après, derrière, si lui il fait left, ben, on va avoir left. Si lui il fait left aussi, ben, ça court-circuite, comme je vous ai dit tout à l'heure. Sinon, voilà, on peut avoir le résultat et on peut l'écrire de façon synchrone. Et d'ailleurs, le code, il est déjà appelé ici. Et ici, si vous voyez, mon repository il contient l'ID 1 pour le talk 1, il appartient à la conférence 1, donc c'est bon, ça a l'air bon. Donc si j'exécute ce code là, il va me dire got message booked, parce que tout simplement ma méthode getFlight ça envoie booked. Par exemple, si jamais j'appelle avec un speaker qui n'existe pas, en gros je fail dès le début, je vais avoir une erreur, et avec le pattern matching il m'a dit, si c'est une instance de missing speaker, il m'a dit no speaker. Et du coup, bah, il me l'a dit là. Je vais l'agrandir pour que vous voyez. Et si jamais je reviens et je dis speaker 1, je vais faire, par exemple, le talk est là, la conférence, elle va être 2, l'ID 1 qui est là, il n'existe pas. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, par exemple, missing conférence. Et c'est ça l'intérêt des Heiser, en fait, c'est de pouvoir vraiment avoir des typer vos erreurs, et après derrière vous pouvez faire le pattern matching qui est nickel, et du coup derrière bah, chaque erreur elle est là, et sans pour autant se trouver des exceptions, avoir des stack traces et tout ça. Voilà pour la partie code. Un petit truc, je reviens en mode... Ouais. Voilà. La question qu'on peut se poser à la fin, c'est que là, on compose beaucoup des fonctions, et est-ce que ça peut pas nuire aux performances d'exécution? La réponse, en fait, il y a un gars qui a fait un benchmark des Heiser-T, entre Heiser-T et Heiser, mais en Scala, parce que c'est des concepts qui sont assez connus, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec Katz ou avec Scalasi pour les gens qui font du Scala. Et du coup, il a remarqué que pour les petites opérations, il y a quand même de la différence. Il y a une fois et demie une implémentation sans le Heiser-T, et l'implémentation avec le Heiser-T, elle est une fois et demie plus lente que l'implémentation normale. Par contre, pour les grosses opérations, c'est vraiment équivalent. Vous voyez là, 900 millisecondes, nanosecondes, contre 9000, pardon, 9600 contre 6000, et l'autre c'est quasiment équivalent. Donc si vous, la performance à l'échelle de nanoseconde, vraiment ça vous gêne, ce genre de truc, évitez la composition et même la programmation fonctionnelle, parce que c'est pas du tout le truc fait pour vous. Mais si ça vous dérange pas, c'est pas mal, ça simplifie vachement le code, et voilà. Vous pouvez aller consulter ce lien-là pour avoir d'autres comparaisons. Il fait pas mal de trucs, il fait même avec ZIO, avec pas mal de trucs qui sont intéressants. Voilà, pour conclure, est-ce qu'on met des monades et des monades transformers avec arrow partout? Pourquoi pas? Moi je dirais, si vous venez d'un monde où vous faites de la programmation fonctionnelle et tout ça, et vous utilisez Kotlin pour vous retrouver vos petits, pourquoi pas? Mais après, si c'est un concept nouveau pour vous, c'est un peu touchy, vous avez vu. Après, ce que je reste à dire, c'est bien d'utiliser les Heiser et les options pour modeler les erreurs métiers et l'absence des données, parce que c'est quand même beaucoup mieux d'avoir des exceptions partout. Voilà, les Heiser et les options, ça permet de gérer de façon explicite vos erreurs, comme vous avez vu ici, plutôt qu'un exception handler qui est codé dans un handler, et l'exception elle est dans l'autre truc, et du coup vous n'arrivez pas à trouver vraiment quand est-ce que ça arrive et tout ça. Donc voilà pour moi. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions.